Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. En organisant le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, la France reçoit le monde de l'IA avec toutes les attentions. Mais comment le monde de l'IA porte attention à la France, à ses cultures francophones, notamment via les modèles conversationnels entraînés en grande majorité avec des contenus anglo-saxons. Une petite équipe du ministère de la Culture s'est donnée pour mission de porter haut l'étendard francophone au milieu de cette immensité et vient nous expliquer leur projet. Vaste programme. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, un petit peu technique quand même, et assurément politique. Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur ses apps mobiles, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner et surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre des étoiles, des pouces en l'air. Cela nous récompense et cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et... c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Il est désormais assez rare qu'en interagissant en français avec un modèle d'IA générative pour produire des textes, des images ou des vidéos, le résultat soit totalement à côté de la plaque et montre une incompréhension totale de la part du modèle. Pour autant, il est toujours conseillé d'éditer son prompt en anglais avec Midjourney pour obtenir une meilleure qualité des résultats et des précisions visuelles bien mieux prises en compte. Les modèles savent certes passer d'un langage à l'autre, leurs traductions sont bien meilleures désormais, mais ils sont très largement sous l'influence du corpus majoritairement anglophone de leur entraînement. La massification des usages de ces outils fait donc porter un risque d'uniformisation des mots et des pensées. Ils gomment, presque sans s'en préoccuper finalement, les autres langues et les autres cultures. Mais c'est sans compter sur la capacité de la France à faire valoir ses différences, sa richesse et son exception culturelle. Le ministère de la Culture s'est penché sur cette question importante avec l'aide de la direction du numérique, la DINUM, et ils ont trouvé un moyen de rééquilibrer les choses et de proposer au modèle une meilleure prise en compte du français. Le projet est riche et complexe, mais heureusement pour nous, ils sont 2 aujourd'hui en studio pour nous parler de Compare IA et d'une journée événementielle qui aura lieu le 7 février 2025 à la BNF. Bonjour Mathilde Bras, bonjour Adrien Pellissier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Merci. Merci. Oui. Alors on va commencer par vous Mathilde. Parlez-moi d'IA Mathilde. À quoi voit-on finalement qu'un modèle prend mal en compte une spécificité culturelle? La question est un peu compliquée, mais voilà, est-ce que vous auriez un exemple qui montre qu'effectivement, un modèle, ça sait pas bien gérer la différence culturelle? En effet, c'est une question complexe parce que les modèles d'IA semblent parler toutes les langues, mais comme au ministère de la Culture, et vous l'avez mentionné, on est attaché à la diversité culturelle, à l'exception culturelle aussi. Si vous essayez d'écrire une instruction à un modèle conversationnel et lui demander quels sont les 10 films qui ont marqué l'histoire du cinéma, très souvent, vous allez tomber sur des choses qui vont vous paraître normales, peut-être. Donc, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Apocalypse Now, des films de Miyazaki, de temps en temps. Mais on va voir qu'on a très, très peu de films de la nouvelle vague, par exemple. Ah oui, c'est les références qui changent. Voilà, ce sont les références qui peuvent changer. Et c'est d'ailleurs sur cette base qu'on a construit Compare IA, c'est sur la question de la façon dont on pose des questions aux intelligences artificielles et les contenus qu'ils nous proposent, les réponses qu'ils nous proposent en termes de diversité à la fois linguistique et aussi culturelle. Parce que vous l'avez aussi mentionné en introduction, c'est comme une bulle qui peut continuer, vu que les données sur lesquelles sont entraînés les grands modèles de langue contiennent peu de français. Les réponses vont contenir peu de références à la culture française et francophone. Et du coup, donc il y a ce constat qui est fait par la France, par le ministère de la Culture. Et comment tout d'un coup on se dit, alors attention, c'est une question importante. Par où c'est rentré cette question finalement au niveau de la France ?
Alors, la question de la diversité culturelle et linguistique en dehors de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui occupe le ministère de la Culture depuis longtemps, presque depuis toujours finalement. Depuis toujours, oui. Et l'accélération finalement qui a eu lieu, elle est liée à la création de la Cité internationale de la langue française, qui a été inaugurée par le président de la République en 2023. Et qui, lors de cette inauguration, a mentionné qu'il était important de travailler sur tous les sujets liés à cette fameuse diversité culturelle et linguistique, y compris sur les sujets de l'intelligence artificielle. Donc la question, elle est venue elle est venue par les politiques culturelles en premier lieu. Mais en fait, ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que ces sujets-là, ils sont aussi des points d'attention des acteurs de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a forcément... Je ne sais pas s'il y a une grande concurrence, mais en tout cas, il y a une forme de concurrence de toutes ces IA conversationnelles. Et il y a des équipes de chercheurs, des équipes dans les entreprises qui font des modèles d'intelligence artificielle qui s'interrogent aussi sur leur ancrage vis-à-vis de toute cette diversité. Et typiquement, moi, j'ai pu travailler précédemment sur des projets liés à ce sujet, notamment le projet Bloom, qui déjà adressait ce sujet. Oui, parce que Bloom, c'est un modèle open source de grande ampleur, large, et qui déjà, à l'époque, se posait la question de savoir comment il allait pouvoir gérer la diversité des langues et des cultures. Tout à fait. Et pour leur donner tout le crédit, ce qu'ils ont souhaité faire, les membres de l'équipe du projet Bloom, c'était de se dire qu'il était important de prendre en compte le multilinguisme dans les modèles d'IA. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils ont inclus énormément de langues rares dans l'entraînement de ce modèle, dans les données d'entraînement de ce modèle, parce qu'ils avaient déjà l'hypothèse de dire qu'aujourd'hui, on avait besoin de diversifier tous ces corpus par crainte, finalement, de rendre moins visible, finalement, la rareté linguistique qui compose notre monde. Donc, ça a concerné plein de langues. Et je me souviens que les équipes avaient cherché un petit peu... des langues à mettre en valeur qui n'étaient pas forcément aussi présentes dans le cyberespace. Ça devait être une vraie mission, effectivement, de trouver certains corpus de langues pour entraîner les modèles. Donc, vous n'êtes pas à votre coup d'essai sur ce sujet-là, on va dire ça comme ça. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'équipe qui est autour de Comparia? Puis peut-être après, Adrien aussi se présentera et nous dira un peu comment il intervient dans le projet. Ouais, alors l'équipe de Comparia, c'est une petite équipe et c'est d'ailleurs aussi l'une de nos fiertés. Donc l'équipe, elle est composée d'une personne qui s'appelle Lucie Termignon, qui est la chef de produit, la responsable de produit de Comparia et qui porte la mission au sein du ministère de la Culture d'améliorer la découvrabilité de l'intelligence artificielle pour les acteurs du ministère de la Culture. Et vous-même, au sein du ministère de la Culture, vous faites partie de... Et moi, au ministère de la Culture, justement, j'accompagne tous les acteurs du ministère qu'on appelle des intrapreneurs qui souhaitent résoudre des problèmes de politique publique, des problèmes de politique culturelle grâce au numérique. Et donc, on accompagne des personnes comme Lucie Termignon dans la définition du besoin, dans l'identification des problèmes à résoudre et dans l'identification de compétences sur lesquelles investir et à mobiliser pour que ce soit pour développer le produit ou pour le rendre compatible avec les standards de qualité numérique. Et donc, l'équipe de Comparia, finalement, moi, je l'accompagne de l'extérieur et de l'intérieur. C'est une équipe aujourd'hui de 4 personnes. Donc, la responsable de produit, Lucie Termignon, Adrien qui va se présenter, qui travaille sur la partie technique, et 2 autres profils qui sont très importants aussi vis-à-vis des méthodes qu'on souhaite développer au sein du ministère de la Culture. La première personne, c'est Aurélien Barraud, qui est UX designer, donc designer d'expérience utilisateur, et qui va essayer de traduire, et réussir à traduire. Et on va voir que l'interface est important pour le produit. Exactement. Effectivement. Les besoins des utilisateurs en parcours sur des interfaces qui sont accessibles et utilisables. Et une 4e personne, en la personne de Simon, qui est chargé de déploiement. Donc, c'est lui qui va aller chercher de nouveaux utilisateurs, de nouveaux partenaires et organiser des temps forts autour du produit. Bon, l'équipe est soudée parce que sinon, il est en studio. Il ne prendra pas la parole, mais il est là. Il est en soutien du reste de l'équipe. Du coup, Adrien, donc cette Comparia, c'est une start-up d'État. Et donc, qui dit start-up d'État, dit forcément une partie technique. Oui. Et vous êtes en charge de cette partie-là. Oui, voilà. Je suis le technicien du projet. Donc, c'est la méthodologie BetaGouv de recruter des freelances. Et vous, avant ça, vous aviez fait quoi comme type de projet pour aider, du coup, maintenant Comparia ? Moi, c'était plutôt de la veille depuis longtemps sur le machine learning. Et puis, moi, sinon, je fais plus un métier touche-à-tout d'administration système.
et puis de se tenir au courant un peu, de faire de la veille technique. On va le voir, hein. C'est vous qui avez la charge d'orchestrer tous les modèles qui sont derrière Comparia. Alors justement, c'est quoi Comparia? Le nom est sympathique, alors, mais comment on fait le lien entre des comparaisons d'IA et finalement la francophonie et le fait de faire avancer la francophonie dans le dispositif? Adrien, peut-être. Oui, alors au départ, ça est la volonté. Donc il y a eu une étape où Lucie a mûri son projet et où ça s'est concentré. Ça aurait pu parler de la voix, par exemple, sur les ressources de langue audio, mais très vite, ça s'est concentré sur le fait que c'est difficile pour des chercheurs et chercheuses qui n'ont pas forcément les moyens du privé d'acquérir des corpus, en particulier nous, ce qui nous intéresse sur les cultures francophones de France, et de pouvoir un peu sanctuariser ces jeux de données pour pouvoir améliorer la recherche sur le sujet et aussi renforcer l'effort de guerre, si je puis dire, open source, enfin des communs numériques sur ces jeux de données. Donc le produit, qu'est-ce qu'il fait, si on devait un peu se résumer pour essayer après de comprendre ce qu'il y a derrière? Donc voilà, se concentrer sur des IA... Je suis utilisateur, je viens découvrir par Comparia, qu'est-ce que je découvre? Alors déjà, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses pédagogiques qui venaient avec, c'est-à-dire qu'on dit déjà comparer des IA. Des IA comme ChatGPT, en fait, pour aller vite, c'est-à-dire des LLM ou des langages larges, des modèles de langage large, pardon, ça dépend comment on traduit. Mais dans tous les cas, voilà, on va comprendre qu'il y a une pluralité, il n'y a pas que ChatGPT. Et en fait, au-delà, on va découvrir qu'il y a aussi des modèles open source, des modèles d'autres entreprises, et découvrir du coup qu'elles donnent des réponses différentes pour la même question. Première vertu du projet, ça. Montrer qu'il y a plein de modèles différents et qui peuvent être utilisés de manière... et d'y donner accès déjà, non, parce qu'il y avait une plateforme qui permettait de comparer les IA, et donc là on en vient à l'utilité du projet. L'utilité, c'est de pouvoir savoir, alors quand c'est des humains qui votent, ça a une qualité, c'est qu'ils sont humains, et a priori ils savent remarquer si c'était une tournure bizarre, si l'IA délirait, on y reviendra sûrement. Et donc, tout simplement, faire des classements des meilleures IA. Il y avait déjà, ça s'appelait une arène. Mais c'était peu accessible enfin, c'était plutôt une ressource. Est-ce que c'est ce qui fait finalement les classements qu'on voit apparaître de temps en temps, qui dit que tel et tel est meilleur, ou en tout cas est considéré comme meilleur, mais qui ne fonctionne que finalement sur la dimension performance, qui ne prend pas en compte la dimension linguistique. Voilà. Les utilisateurs globalement considèrent que ce LLM par rapport à l'autre est meilleur. Et vous rajoutez un petit peu une dimension supplémentaire. Alors déjà, la plupart de ce qui existe, c'est ce qui s'appelle des benchmarks, c'est des comparaisons plutôt, ça va être une IA plus intelligente que les autres qui va juger de la qualité de la réponse. Donc on voit aussi comment c'est un peu un truc en vase clos, et où amener des humains à l'équation, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, oui, effectivement, nous, c'était aussi le fait de... alors il y a tout un thème sur mais quelle est la qualité des gens qui... en quelle qualité votent-ils ces gens, ils sont utilisateurs. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le fait qu'ils soient francophones, c'est déjà assez légitime pour dire que c'est vers là qu'on aimerait faire évoluer les IA. Et c'est à ça donc que sert le corpus, le résultat du produit, c'est d'avoir ce jeu de données, outre les vertus pédagogiques, c'est d'avoir ce jeu de données, de pouvoir le fournir pour ensuite entraîner des modèles futurs. Alors, open source ou pas d'ailleurs, vu qu'on libérera les données, on libère les données. Et voilà, le but, c'est à la fois ces deux objectifs. Pour revenir sur cette histoire de sélection enfin, dis-moi les 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma, il y a des biais du genre n'adorer que des films Marvel. Ça peut être une IA qui a été un peu trop entraînée sur des forums de cinéma de Marvel, par exemple. Et puis, il y a aussi le fait qu'il ignore complètement, par exemple, je sais pas, un exemple très simple, une recette de cuisine de France, par exemple, où là, comme il sait pas, il va inventer. Et pour enrichir la qualité des modèles, c'est des suggestions bienvenues. Du coup, Mathilde, c'est finalement, tout ça, Comparia, on se repose une nouvelle fois, finalement, la question de l'alignement
des modèles. Alors, généralement, l'alignement, nous, on en a déjà parlé ici d'un point de vue un peu sécuritaire. C'est le modèle qui part un peu en cacahuète, qui n'est pas conforme aux valeurs, qui va être un peu bad boy, qui va un peu nous sortir des trucs qui sont vraiment... qui craignent d'un point de vue sécuritaire. Là, on est finalement sur le non-alignement de la dimension culturelle, c'est ça ? Oui, en fait, on est sur... je pense qu'on pourrait parler d'alignement aussi d'usage de notre langue, parce qu'on le mentionnait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un rapport au langage qui est multifacette. On a le langage quand on se parle ici à l'oral, on a le langage quand on lit, on a le langage quand on écrit. Et donc, moi, ce que je trouve justement intéressant dans Comparia, c'est que ça interroge aussi notre rapport au langage écrit et à la façon dont on conçoit les informations qui nous sont retenues. Et donc, en effet, le jeu de données dont parlait Adrien, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on souhaite que les modèles s'alignent le plus possible sur des préférences humaines qui ont également leur biais. Donc ça, je pense qu'il faut aussi l'accepter. Et elles ont leur biais aussi vis-à-vis de notre évolution du langage. Typiquement, aujourd'hui... en effet, quand on est submergé d'informations, on aime bien que, moi en tout cas, j'aime bien que l'écrit soit un peu structuré, que je puisse voir la hiérarchie entre les textes. Est-ce qu'on aime un texte court, un texte long, etc. Même la mise en forme, finalement, est importante aujourd'hui dans le langage. Et c'est d'ailleurs l'un des critères qui est proposé lorsque les utilisateurs vont voter ou vont préférer la réponse d'un modèle vis-à-vis d'un autre. Donc, en fait, Comparia, vous posez une question à deux IA que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas... c'est ça, de manière masquée, ouais. Et il y en a 17, c'est ça en tout ? Combien ? Oui, en ce moment, oui. Alors, on fait une veille et puis vous les ajoutez au fur et à mesure. C'est quoi comme modèle qu'on peut utiliser avec Comparia ? Par exemple, dans les connus commerciaux, il va y avoir les deux GPT-4o et GPT-4o mini de la société OpenAI. Donc, ils y sont, ceux-là ? Et puis, d'autres, puis Anthropic, Claude, donc ça, c'est du côté des commerciaux, par exemple. Et puis, après, il y a les open source. En ce moment, il y a DeepSeek qui fait parler de lui. Vous l'avez rajouté, le DeepSeek ? On a trouvé une façon d'accéder à des modèles assez rapidement. Donc, finalement, ça ne prend pas tellement de temps. Ça, c'est un peu votre magie à vous, Adrien, d'arriver à faire tambouiller toutes ces IA. En fait, vous arrivez à créer une interface où on arrive à interroger toutes ces IA en même temps dans la même interface. C'est ça. Alors, pour les geeks qui nous suivent, c'est le moteur Gradio, qui est un framework de Python. Python, on en entend plus souvent parler, et ça a permis comment on dit, de bootstrapper, je sais pas plus comment on dit, de mettre en musique rapidement un projet à partir du code justement de la chatbot Arena de LM6 dont on parlait. Vous avez réussi, cette espèce de mécanique d'arriver à mettre derrière cette interface très simple. Vous verrez à chaque utilisateur d'aller voir, vous poserez une question, vous aurez deux LLM qui vous répondent en même temps. Et en fait, derrière, il y a 17 LLM potentiellement qui sont branchés. C'est ça, qui sont piochés, oui. À cet élément-là. Et donc, ça, vous posez n'importe quelle question, c'est gratuit. Oui. Et en fait, c'est tout le but du jeu. C'est-à-dire que vous n'orientez absolument pas les utilisateurs sur une façon d'utiliser le questionnement. Il y a l'angoisse de la page blanche. On s'est aperçu que y a pas mal c'est utilisé pas mal comme support pédagogique. Donc, il y avait aussi le fait de proposer des prompts, donc des questions. Ça peut être, je reprends l'exemple des recettes de cuisine. Oui. Et puis pour essayer d'instiller que l'idée est un peu de coincer les modèles finalement. Ah oui. C'est-à-dire pour les gens il y a des gens qui en ont une utilité presque quotidienne, mais il y a des gens qui sont curieuses, et du coup l'idée c'est de pouvoir se dire je vais essayer de trouver de mettre en défaut tel modèle de telle et puis je découvre que c'est de telle société, il a telle taille, ce modèle il date de temps, etc. Donc, on a une discussion plus ou moins longue avec ces deux modèles et qui apportent des réponses plus ou moins longues aussi, mais au même moment. Et à la fin, il y a une espèce de révélation. Vous pouvez demander de lever le rideau entre les deux. Et on y découvre notamment l'impact écologique. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des gros modèles, il y a des petits modèles, il y a des modèles qui ont une architecture plus ou moins écologique, on va dire, en tout cas économe en électricité. Et du coup, déjà, on s'est aperçu, nous, que c'était ça qui intéressait énormément le premier public qu'on a eu, qui est que, oui, en fait, pour ma question... alors, parfois, j'ai des questions très simples où je me dis, c'est dommage, en fait, telle recette, une IA très petite, maintenant on parle d'IA frugale, aurait pu m'a répondu aussi bien, ou finalement, c'était de la mise en forme, mais c'est pas très important, par rapport au fait que
l'autre énorme IA a utilisé 10 ou 100 fois plus de ressources pour la même question. Et ça, Mathilde, vous avez travaillé avec des partenaires pour arriver justement à faire ce chiffrage écologique? Oui, tout à fait. On a beaucoup travaillé. Alors, quand je dis on, c'est pas moi, mais en tout cas, c'est l'équipe qui s'est rapprochée de partenaires, notamment Ecologist. Ecologist de Gen AI Impact. Oui, qu'on a reçu ici, nous aussi. Oui, d'accord. Donc, on les connaît bien, Okay. effectivement, et qui travaillent sur ce chiffrage. Alors, moi, j'ai fait mon test. Et je suis même plusieurs tests. J'ai vraiment. Vous avez donc contribué. J'ai contribué avec des questions assez simples. Je ne sais pas si je vais révolutionner le registre Open Data derrière, mais et ce qui m'a le plus surpris, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que je me suis aperçu que j'avais des réponses assez comparables, avec d'un côté des modèles très larges où vous mettiez en évidence une forte consommation énergétique, des fortes consommations en CO2, et des modèles beaucoup plus petits, souvent open source, qui, franchement, en termes de qualité, je les ai jugés à peu près comparables. Et donc ça, je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on dit pas mal ici, en fait, que finalement, on n'a peut-être pas besoin de larges language models pour une recette de cuisine bateau, et qu'il faut peut-être savoir aussi mesurer ses consommations justement pour le faire. Ou même pour des tâches de plus en plus complexes. En fait, il y a eu une course à la réduction de la taille et ça marche. Pour l'instant, ça suit son cours, quoi. Comment vous imaginez qu'une fois que le test sera fait, alors c'est quoi votre objectif, Mathilde? Vous disiez Alors, l'objectif qu'on a, c'est de générer 100 000 conversations. Allez, on appelle tous les auditeurs de Cause Commune à aller tester Comparia pour générer 100 000 conversations avec des LLM pour avoir un jeu de données de test. Et d'accord. Et avec ça, qu'est-ce que ça permet de faire, ce jeu de données? Disons qu'on crée déjà ce qu'on adore appeler ici un commun numérique, puisqu'on reverse l'ensemble des contributions de manière publique, donc en open data, en données ouvertes. Et ensuite, l'idée, c'est que tout un écosystème d'industriels et de chercheurs puisse le réutiliser. Alors, soit vraiment à des fins d'évaluation des préférences humaines, et ça, Adrien en parlera beaucoup mieux que moi, soit aussi pour d'autres usages vis-à-vis des sciences du langage et des sciences humaines et sociales. Typiquement, il y a plein de personnes qui sont aussi intéressées pour analyser même la manière dont on a posé les questions, parce que ça dit quelque chose de notre manière de parler le français en 2025. Oui, voilà, tu parlais du fait que y a une évolution il y a aussi une évolution de l'écrit, dans le sens où les gens commencent à amadouer les chatbots et à ne plus parler avec eux de la même manière. Donc on s'est aperçu que, en fait, ce qui était intéressant pour beaucoup de labos de recherche sur notre travail, c'était l'évolution aussi sociologique de comment est-ce que les gens s'adressent à des IA, qu'est-ce qu'elles lui demandent et comment éventuellement ça évolue. Est-ce que l'anthropomorphisme est de plus en plus prégnant vis-à-vis des LLM? Est-ce qu'on leur parle de mieux en mieux ou de moins bien Oui, la variation de... Oui, est-ce qu'on les insulte plus certains mois? On n'a pas encore analysé cet aspect. En préparant cette émission, vous m'avez à un moment donné dit que vous alliez m'expliquer la notion de perplexité en IA. Moi, ça me fait rêver parce que ça veut dire que vous allez m'expliquer aussi pourquoi Perplexity s'appelle Perplexity. Oui, alors en fait, moi j'ai été fasciné quand j'ai lu ce terme. La perplexité, c'est finalement que pour une question donnée, une IA se calcule parfois un score de perplexité, justement, où c'est un peu l'assurance avec laquelle le LLM va répondre. Et donc l'idée, par exemple, on pourrait dire que le jeu de données Comparia aide juste à ce que les modèles d'IA générative textuelle soient moins perplexes quand ils ont une question liée à des éléments de culture de France ou francophone qu'ils n'ont jamais vu avant. Donc la perplexité, ça fait partie finalement du processus de réponse d'un LLM. C'est ça, c'est un calcul que les chercheurs et chercheuses vont essayer un score qui vont essayer de diminuer. On va diminuer la perplexité pour un ensemble de cas d'usage. Vous faites voter du coup les utilisateurs sur si le modèle est bon ou pas, et derrière vous leur faites un peu donner des critères supplémentaires de compréhension. D'où ils viennent ces critères finalement de Alors compréhension? C'est justement notre coopération avec les équipes de recherche où on a essayé d'isoler. On est parti d'un projet qui s'appelle Prism, qui va de manière très détaillée demander demander une liste de qualificatifs d'une sortie de LLM. Nous, on voulait que ça reste simple, mais par exemple, le critère qu'on a déjà mentionné, la mise en forme, c'est aussi une manière de discriminer
les fois où on aurait préféré un modèle juste à cause de sa mise en forme. Ouais. Parce que pour les chercheurs et chercheuses, parfois, en fait, parce que la forme ça, c'est prime sur le fond. superficiel. Oui, parfois, eux, ils veulent tester si le modèle est bon dans le fond. Oui. Et en fait, ils savent qu'ils pourront faire une étape d'après de raffinement où là, il s'amusera à faire des listes correctement. Donc, ça permet aussi vraiment de qualifier ce jeu de données. Même si on s'est beaucoup rendu compte aussi que ce qui était très précieux dans le jeu de données, c'était finalement plus, comme on disait, les questions que les réponses des LLM, où finalement, ça c'est aussi ce qui a évolué. Ah bon ? On s'est aperçu finalement, on a plusieurs équipes donc, qui sont à peu près sûres. Je ne peux pas encore trop donner de nom, à part les personnes open source de chez Playas par exemple, et l'équipe de l'INRIA, qui vont utiliser notre jeu de données déjà dans le modèle qui sont en cours de fabriquer. Ouais. Et en fait, pour des questions de droit un peu complexes, on va avoir du mal. Déjà, on ne va pas pouvoir réutiliser les réponses qui sont issues de LLM commerciales, propriétaires. Ah bon ? Non, mais donc du coup, ça permet derrière d'avoir un usage plus finalement de l'évaluation de l'utilisateur que de la réponse en tant que telle. C'est pas ça que vous cherchez, c'est plus comment le réutilisateur... De bien adapter les nouveaux modèles à ce que des vrais gens demandent. Et voilà, qui est assez précieux parce qu'ensuite, on va pouvoir faire un raffinage et maximiser la qualité de ces réponses. Et vous avez un événement qui arrive durant le sommet. Tout à fait. Le 7 février à la BNF, qui va s'appeler d'ailleurs le Comparathon, si j'ai bien compris. Exactement. Qu'est-ce qu'il y aura dans cet événement, Mathilde ? Alors, il va y avoir énormément de choses. Déjà, ce sera l'anniversaire de Comparia, puisque ça fait à peu près 1 an que l'équipe travaille sur le produit. Donc, on va réunir l'ensemble de la communauté, de l'écosystème qui a participé à la construction de Comparia. Donc, à la fois nos partenaires institutionnels. On ne l'a pas trop mentionné, mais c'est un élément très important pour le projet. On a travaillé en partenariat avec l'incubateur Alliance de la direction interministérielle du numérique, qui nous aide aussi à faire de l'inférence via certaines API. Donc, on va réunir tous les ministères intéressés aussi par les avec des sujets. tables rondes qui vont... Chacun va pouvoir parler un petit peu des différents aspects. On a parlé d'environnement, de biais... En fait, on va traiter en fait toutes les dimensions de Comparia, donc à la fois les biais culturels et linguistiques. On va aborder aussi les sujets d'empreinte écologique, les sujets de démocratie qui peuvent nous intéresser aussi. Et finalement, en fêtant cet anniversaire, on essaye aussi d'inclure un écosystème plus large pour se poser la question et peut-être y apporter des réponses sur l'usage futur du jeu de données comme on en a parlé, et continuer à aborder finalement les problématiques initiales de Comparia au travers des biais linguistiques et culturels. Donc on invite... Donc on vient le 7 février avec son ordinateur à la BNF. Son ordinateur ou son portable, puisque l'interface est compatible pour le mobile. Très bien, ça suffit. Il faudra un peu de batterie si vous restez toute la journée. Ouais. Et surtout, l'idée, c'est que des personnes se rencontrent, à la fois tous les partenaires du projet qui sont arrivés tous au fil de l'eau. Donc voilà, on aura aussi des industriels, des éditeurs de modèles, l'écosystème de recherche. Des gens qui utilisent notre dataset et qui vont... Qui vont expliquer comment ils vont l'utiliser. Oui, bien sûr, ça c'est hyper intéressant de voir aussi à quoi ça contribue. Et on a aussi la fierté de pouvoir accueillir des nouveaux acteurs qui ne sont pas partenaires officiels du projet, mais qui vont proposer aussi des ateliers de sensibilisation à l'intelligence artificielle, des discussions autour des impacts et des biais des IA. Donc c'est un événement ouvert, gratuit, en amont du sommet, où on aura une délégation chilienne, l'UNESCO, beaucoup de gens vont venir ici, donc on est content de réunir aussi cette conversation finalement humaine à la BNF qui est très bien, très bel événement, en lien avec le sommet, mais très ouvert, et du coup parfait. Et on retrouve tout ça sur comparia.beta.gouv.fr, c'est à la fois le projet et à la fois le programme du 7 février, toute la journée. Comparia sans eux, oui. Comparia sans eux. On mettra le lien dans la description de notre émission pour que tout le monde puisse le retrouver. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de Comparia. Merci Mathilde, merci Adrien. Merci. Merci beaucoup, et pour vos explications. Et puis, longue vie à Comparia, en espérant que les 100 000, voire les 200 000, voire les 300 000 tests vont être atteints et que ça va apporter plein de choses pour la francophonie au sein des LLM. Merci à vous. Merci beaucoup.
Chers auditeurs, merci à vous. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Il n'y a pas que Parlez-moi d'IA, vous le savez bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site web de Cause Commune et de voir nos autres programmes. À bientôt.